Quelque part dans ce papier c'est trop stupide, il n'y a absolument rien. Parce que j'ai écrit ça aussi hier soir, très tard le soir aussi, pour répondre à la question de ce que c'est que l'histoire, etc. Non. Non. Si c'est quelque part, ça doit être ici. Ah oui. Ah, c'est ça. C'est ça le texte que j'aurais dû utiliser d'abord. J'ai retrouvé le texte. Maintenant, le texte est fini. C'est pas important. Donc, oui. Alors, Lévi-Strauss avait voulu faire des comparaisons entre les mythes. Et donc, il est très intéressé à voir la façon dont il se transforme, en partie, de différentes possibilités. Et c'est surtout la façon dont la structure fonctionne là-dedans, et certaines logiques fonctionnent, et surtout ce que chaque petit changement qu'on trouve entre une version et une autre version fait partie d'un système de transformation qui est mathématisable d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment une façon d'objectiver un processus très complexe. Et ça, c'est très important, parce qu'on parle toujours des mystères, etc. Et avec lui, il y a deux choses qui sont là. Il y a une mathématique très complexe. Et deuxièmement, une conscience littéraire très efficace. Donc, il y a une certaine sorte d'alliance entre la mathématique et la littérature, qui a géré d'une façon très subtile. Ça comprend que la littérature, la littérature est très intéressée par ce que Lévi-Strauss a fait, parce qu'effectivement, sa façon de manipuler la prose française, c'est très remarquable. Et c'était avec des variations minuscules de sens qui sont très clairement déployées. Si tu tentes de travailler avec cette précision, c'est très lent, parce qu'il faut toujours trouver le mot juste. Et le mot juste n'est jamais ce qu'on a pensé, tout à fait différent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, malheureusement, après Lévi-Strauss, c'est très difficile d'imaginer
l'anthropologie sans ça. Parce que si on connaît la langue suffisamment bien, et si les données sont suffisamment précises, alors on doit pouvoir décrire ça avec ce type d'exactitude. C'est à cause de ça qu'il a une position très solide dans l'histoire de l'anthropologie, parce que ce sont des qualités qui sont assez rares. Mais ça n'a rien à voir avec les grandes idées. Ce sont beaucoup plus de l'importance des petits détails. Il n'y a pas de petits détails. Yeah. Maintenant, on voit ici, on commence à voir cette question de la flexibilité. La flexibilité. Et là j'ai commencé à faire quelque chose d'autre. J'espère que je peux trouver ça même. Non, j'ai fait ça. C'est vraiment terrible. Tout a disparu. Ah, ici. Non, c'est pas, il n'a pas disparu du tout. Flexibilité. Alors, je vais prendre les éléments qui sont là. D'abord, la sémiotique. Vous me posez des questions sur la sémiotique. La sémiotique est morte. Et tout ce qu'on a publié en sémiotique est vraiment dérisoire et doit être oublié aussi vite possible. Sauf Umberto Eco, qui est un bon philosophe et qui montre que même dans la situation la plus bizarre, il sait se débrouiller très sagement, il est très sage. Mais le reste, là. Alors, donc, l'article que j'ai écrit dans Semiotica, c'est parfois très intéressant, mais c'est essentiellement, ce sont simplement les mêmes thèmes anthropologiques qu'utilisés ailleurs. C'est pas beaucoup de différence. J'ai fourni quelques très bons essais. Quelques de mes meilleurs essais sont dans ces sémiotes que pour cette raison-là, peut-être je devrais faire un volume pour les recueillir, parce que la sémiotique est absolument perdue. Et ce sont très bons essais. Mais en sémiotique, comme les hélices doubles chez les Maoris, et là, c'est intéressant de savoir ce qu'on a fait avec ça et quelles sont la façon dont ces signes sont utilisés en politique et ailleurs, et comment même dans le cas de Nouvelle-Zélande, c'était presque comme si ces icônes maoris sont devenus des signes caractéristiques de la Nouvelle-Zélande tout entière. C'est une façon d'établir aussi des relations entre des parties différentes de l'appareil symbolique. Quand on dit que les Maoris sont vraiment devenus des citoyens à titre
tout entière, pas maintenant. C'est à partir à cause de ça. Parce que le pays est marqué par un nombre de signes qui sont des signes maoris. Des maoris qui sont évidemment les propriétaires, comme on peut dire, de ces signes. Mais ces signes n'ont rien de... Il n'y a aucune notion d'infériorité. Tout le monde s'identifie avec tout ça. Ils ont donc donné des signes, des icônes d'identité au pays tout entier. Comme ça, ils sont de gros marchands symboliques, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Donc, vous absolument le contraire de cette théorie de l'interculturel, pas du tout comme ça. Parce que là, par exemple, comme ce que j'ai donné, c'est un exemple, n'est-ce pas, qu'il ne veut même pas que le français, la langue française, n'est-ce pas, soit une partie essentielle du système du pays, n'est-ce pas. C'est vraiment... non, la langue maori, par exemple, a entièrement ce statut maintenant. Ça. Si on le connaît ou si on ne le connaît pas, mais si tu veux avoir des relations intéressantes avec les Maoris, alors c'est mieux de le connaître, n'est-ce pas? C'est vraiment une partie du patrimoine national. C'est comme ça que je dis, c'est dans le gros morceau. Donc, ça dépourvu de toute dynamique. Il n'y a rien de changé. Donc, elle est un univers mort. La littérature maori a subi l'influence de la littérature anglaise. Donc, ça veut dire, et que, tandis que celle des villes de société, il y a certaines, ce sont d'autres décrits aussi comme certaines infériorité ont subi l'influence de la littérature française. Donc ça m'a frappé que je me demandais pourquoi ça semble être si différent. Et alors je trouve des petits morceaux de Shakespeare ici et des petits morceaux de Baudelaire là, n'est-ce pas? Et, je comprends. Il y a le même fond mythologique, c'est la même mythologie essentiellement, parce que les Maoris, la Nouvelle-Zélande et les Maoris, les îles de société, c'est très proche. Mais quand on écrit des romans là-dessus, ou des poésies ou quelque chose comme ça, c'est l'influence coloniale. Et la même chose est vraie pour la littérature populaire du Québec, qui aussi selon Lévi-Strauss, très souvent des histoires obtenues, pas seulement de la France, mais d'autres provenances coloniales. Ça semble comme si c'est ici, mais en vérité, c'est vraiment de l'Europe, et ce n'est pas toujours le même pays.
C'est une... il semble que il y a beaucoup de travail à faire, la comparaison entre les histoires introduites au XIXe siècle au Québec et au Canada en général, et les pays de provenance. Parfois, ça semble aussi comme des mythes autochtones. Et ce n'est pas vraiment la chose française. Il y a tous ces problèmes-là avec là, oui, l'anthropologie de l'interaction. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Si je voulais faire ça, mais... Ah non. Goffman ici. Non. Parfois, des choses où j'ai des chapitres sont ici. Sinon, le livre est disponible. Ok. Alors, il y a une référence dans le livre, dans cette... Ah, ici. Livre... Voilà, comment... Bon, ici, peut-être. Ah, voilà. Voilà. Ici, Ouais, 89. 90. Ouais. 90. Oui. 80. 90. Ah, 90. Oh, oh, oh. Ah oui. Je sais pas. Oui, c'est un article où j'ai pris l'article les œuvres de Goffman en général et je voulais oui,
comment tout ce que Goffman a écrit, plus ou moins, était une façon de entrer en communication ou échange avec quelqu'un quelque part. Et c'est rien où il a vraiment fait des constats simples. C'est rien que des communications. Et dans ce cas-là, j'étais intéressé comment il était en communication perpétuelle avec l'anthropologie, toujours voulait gagner des points et montrer qu'il était meilleur qu'un anthropologue, etc. Mais aussi, il voulait emprunter, évidemment, et faire des débats et des points, et établir toutes sortes de liens avec toutes sortes de choses en anthropologie. Donc, mon idée était de prendre le cas de l'anthropologie comme pour démontrer la sorte de jeu qui est joué constamment par Goffman pour s'établir lui-même, mais aussi établir des échanges importants avec l'extérieur. Là, ça me semble que cette question cette façon de communiquer, c'était alors très important dans les sciences sociales en général. C'est une... moi, j'avais écrit ça assez rapidement, plus ou moins comme une sorte de plaisanterie. Et je l'ai envoyé et je n'ai rien entendu. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'avais l'occasion de rencontrer le type ou quelque chose comme ça qui lui arrivait. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé avec... Ah oui, il a publié.